Les arythmies représentent une cause fréquente de consultation aux urgences ou au cabinet. C'est un spectrum de symptômes qui peut aller d'une simple palpitation bénigne à l'arrêt cardiaque, avec un risque de mort subite et de défaillance hémodynamique. Il faut reconnaître surtout les arythmies graves aux urgences. Il faut évaluer la tolérance hémodynamique et connaître la conduite thérapeutique urgente. L'approche initiale aux urgences pour les tachyarythmies, il faut traiter d'abord l'instabilité. L'instabilité hémodynamique doit être traitée d'abord, puis on pense au diagnostic rythmique qui vient ensuite. C'est pas l'affaire des urgences, c'est l'affaire généralement des services de cardiologie ou de cardiologue. Les actions immédiates, c'est l'approche ABC, Airways, Breathing and Circulation. Il faut donner de l'oxygène s'il y a besoin, deux voies d'accès périphériques, un monitorage. Il faut avoir un défibrillateur de côté et un ECG 12 dérivations. Il faut connaître une histoire, il faut avoir une histoire ciblée sur l'heure de début du trouble de rythme. S'il y a une arythmie avec un antécédent d'anticoagulation ou une anticoagulation pour autre chose, si le patient présente une cardiopathie sous-jacente ou une valvulopathie, devant toute suspicion d'une tachyarythmie, il faut évaluer la stabilité hémodynamique. Si le patient présente une instabilité hémodynamique, il faut procéder à une choc électrique externe ou cardioversion synchronisée immédiate. Si le patient est stable, on a du temps pour analyser le sujet et identifier l'arythmie. Les critères d'instabilité, c'est une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure avec des signes de choc, un œdème aigu de poumon, des douleurs thoraciques type ischémique ou une ischémie suspectée sur le sujet, une altération de l'état neurologique. Tout critère d'instabilité doit conduire à une cardioversion synchronisée immédiate. Le premier cas clinique, c'est M. H, âgé de 61 ans, qui est X-tabagique et qui se présente pour des palpitations. Voilà son sujet. On peut voir que le rythme est entre 100 et 150 par cycle. Il y a des cycles qui sont à 100 battements par minute. Le rythme, il est irrégulier en même temps. On a des cycles à 100 battements par minute et d'autres cycles à 150. On n'a pas des cycles à 140 battements, à 130, à 70, à 80. On a des diviseurs de 300 avec un aspect en dents de scie. On peut le voir en D2 et en D3. Vous pouvez supprimer les QRS et vous allez avoir un aspect en dents de scie en inférieur. C'est une arythmie cardiaque entre 100 et 150 battements par minute. Il s'agit d'un flûteur artériel à conduction variable. Les flûteurs, généralement, ils sont réguliers, mais on peut avoir des flûteurs dont la conduction elle est variable, un rythme de 3 pour 1, un rythme de 2 pour 1, un rythme de 4 pour 1. Les fréquences cardiaques qu'on va avoir par cycle sont des diviseurs de 300. 75 battements, 100 battements, 150 battements, on n'aura pas de 220, 210. La conduite aux urgences, c'est évaluer toujours la tolérance hémodynamique. Notre patient était stable sur le plan hémodynamique, il se présentait pour des palpitations. Si notre patient il est instable, une cardioversion électrique immédiate. Si le patient il est stable, on peut procéder à un contrôle de la fréquence ou à un contrôle du rythme. Le contrôle de fréquence pour les flûteurs cardiaques à fréquence constante est très difficile. Si on a un flûteur à 150 battements par minute, on peut essayer, mais généralement c'est difficile de faire un contrôle de la fréquence.
Pour notre patient, le flûteur, il est lent. On peut laisser le flûteur à 100 battements par minute, ajouter un traitement anti-arythmique pour contrôle de la fréquence et adresser le patient au traitement curatif. Il faut prévenir l'AVC, il faut commencer l'anticoagulation, mais même si dans le flûteur, on a une activité artérielle organisée, mais l'association entre flûteur et AFA rend le risque thromboembolique d'un flûteur cardiaque équivalent à une AFA non valvulaire. C'est un risque thromboembolique modéré. Il faut anticoaguler par des anticoagulants oraux directs. Selon le score de Schatz-de-Vask, parce que, comme on a dit, le risque thromboembolique est similaire à celui de l'AFA. À distance, le traitement curatif, c'est l'ablation de l'isthme cavo-tricuspide. C'est un traitement de choix avec 90% de succès. Quand on a un flûteur artériel, il faut évaluer la stabilité hémodynamique. Si le patient il est instable, on procède à un choc électrique externe. Sinon, on va contrôler la fréquence ou le rythme, ou bien diminuer la fréquence, ou bien réduire le flûteur en rythme sinusal. C'est patient par patient et généralement on utilise le même protocole de l'AFA. Le traitement curatif, c'est l'ablation. Le deuxième cas clinique, c'est une femme qui est âgée de 91 ans qui consulte pour palpitation plus dyspnée avec une fréquence cardiaque qui s'approche de 170. Voilà son ECG. On peut deviner en D2 des petites ondes P qui n'ont pas le même aspect et aussi en V2. Le rythme, il est irrégulier. On peut le voir dans les derniers battements au niveau de péricardia. Il s'agit d'une AFA rapide. C'est une fibrillation atriale rapide chez une femme de 91 ans. Sa pression artérielle était de 120 de systolique et 90 de diastolique. Sa saturation était de 98, le poids de 45 kg. Si notre patiente était instable, il faut procéder toujours à un choc électrique externe. Toujours vérifier les critères de stabilité, choc, OAP, ischémie ou une altération de l'état neurologique. C'est stable. Pour notre patiente qui est âgée de 91 ans, on va procéder à un contrôle de fréquence par bêta-bloquant ou par inhibiteur calcique non dihydropyridinique, ou bien le diltiazème ou le verapamil. Le digoxine peut être utilisé surtout pour contrôler la fréquence cardiaque au repos chez les sujets âgés ou les sujets valvulaires. À cause des variations de calémie, généralement ce sont des patients qui seront mis sous diurétique on évite généralement l'utilisation de digoxine, mais il est efficace sur la fréquence cardiaque, surtout au repos, et il est généralement il a un effet inotrope positif, il améliore les symptômes, surtout chez les patients qui ont des symptômes d'insuffisance cardiaque. L'anticoagulation, le score Schatz-de-Vask est à 2 points. Donc, un AOD est recommandé. La stratégie selon l'âge, un patient jeune inférieur à 65 ans, c'est un contrôle de rythme. Il faut procéder à une ablation précoce, surtout pour les AFA paroxystiques, symptomatiques. Un sujet qui est supérieur à 75 ans, la priorité, c'est au contrôle de la fréquence. C'est le EF-CARE, le cadre EF-CARE qui est proposé par les recommandations au long cours. Traiter les comorbidités et les facteurs de risque initialement, une insuffisance cardiaque, une HTA, une obésité ou bien le syndrome d'apnée de sommeil. Ce sont des facteurs de récidive du trouble de rythme. Éviter l'AVC en calculant le risque thromboembolique Schatz-de-Vask. Réduire les symptômes
contrôle de la fréquence ou du rythme à envisager selon le patient et évaluer et réévaluer à chaque consultation. C'est une évaluation dynamique. Pour l'anticoagulation, pour un score qui est égal à 1, elle est recommandée de classe 2A. Pour un score qui est supérieur ou égal à 2, elle est recommandée de classe 1. Si le débit de la FAU ou du flûteur est inférieur à 24 heures, on fait une cardioversion précoce. Si le durée des symptômes est supérieure à 24 heures ou inconnue, généralement on fait 3 semaines d'anticoagulation ou au mieux in utero pour évaluer la vacuité de l'auricule gauche avant de faire une cardioversion. Post-cardioversion, tout patient, quel que soit son score Schatz-Dova, doit bénéficier de 4 semaines d'anticoagulation orale au moins. Pour les sujets jeunes sans fragilité majeure, donc la stratégie dominante est une stratégie de contrôle de rythme. On cherche toujours à restaurer et maintenir le rythme sinusal. Les options thérapeutiques, c'est une cardioversion électrique ou médicamenteuse si c'est une AFA persistante, avec un traitement antiarythmique de maintien. Le flécaïne est préféré pour un cœur sain. Le sotalol et l'amiodarone chez les patients ayant des pathologies ou une insuffisance cardiaque. Il faut éviter de mettre de l'amiodarone chez un patient qui n'a pas d'insuffisance cardiaque vu les effets secondaires fréquents de l'amiodarone. L'ablation, c'est la stratégie actuellement de référence, mais elle est proposée de première intention pour une AFA paroxystique symptomatique. Elle est très efficace chez les jeunes. Elle est recommandée précocement. Pour les AFA persistantes, elle serait recommandée en deuxième intention. Un traitement de deuxième intention, de deuxième ligne, non pas de première intention. La logique globale chez ces patients jeunes, il faut préserver la qualité de vie, éviter le remodelage auriculaire. C'est une stratégie de early rhythm control. Pour les sujets âgés supérieurs à 75 ans, fragiles ou polypathologiques, la stratégie dominante est une stratégie de contrôle de fréquence. L'objectif, c'est la stabilité clinique et éviter les hospitalisations. Le traitement, c'est les bêta-bloquants à faible dose ou digoxine ou parfois les inhibiteurs calciques avec un objectif de fréquence cardiaque inférieur à 110, entre 70 et 110 battements par minute. Il faut être moins agressif sur le rythme. Les cardioversions seulement si l'AFA est très symptomatique, c'est une première poussée ou c'est une décompensation cardiaque. Les antiarythmiques sont souvent à éviter à cause de risques d'hiatrogénie et l'ablation, elle est rarement indiquée chez les sujets âgés. La logique globale, c'est éviter les hospitalisations et les complications médicamenteuses, accepter une FA permanente si elle est bien tolérée. Le troisième cas, c'est une femme âgée de 45 ans qui se présente aux urgences pour dyspnée aiguë et oppression thoracique. Elle a une pression artérielle entre 140 et 150 mm de mercure, une pression artérielle diastolique entre 80 et 100 mm de mercure. La patiente a été diagnostiquée comme étant une HTA de primo-découverte. Elle a été mise sous traitement. Elle a reconsulté à 3 reprises. Voici son ECG. Sur le ECG, on voit une tachycardie sinusale à 120 battements par minute, des ontés négatifs de V1 à V3 avec un aspect d'onde S en D1 et d'onde Q en D3, l'aspect classique de S1 D3. À la reprise d'interrogatoire, la patiente, la pression artérielle était à 13,9, la saturation était à 90-92 et le poids à 112 battements. À la reprise d'interrogatoire, la patiente rapporte une notion d'immobilité récente à cause d'un problème rachidien. C'était une embolie pulmonaire révélée par une tachycardie sinusale.
les indices ECG, c'est une tachycardie sinusale, une inversion de l'onté de V1 en V3, un aspect S1 Q3. La patiente a bénéficié d'une échographie transthoracique en urgence qui a montré l'aspect d'un cœur pulmonaire aigu. L'angioscanner a montré une embolie pulmonaire proximale bilatérale. Devant toute tachycardie sinusale, il faut penser que c'est une réaction physiologique. Il ne faut pas traiter le rythme, il faut chercher les causes, une hypoxie, un choc, un sepsis. Et il ne faut pas oublier l'urgence extrême qui est l'embolie pulmonaire. Toujours, il faut penser de chercher la cause sous-jacente au-delà du rythme et des chiffres. La patiente a reçu un traitement d'HTA qui pouvait aggraver les choses et causer un état de choc chez une patiente qui a une embolie pulmonaire à risque intermédiaire haut. Pour ces HTA de primo-découverte grade 1, il faut mettre du temps pour poser le diagnostic d'HTA. On peut mettre jusqu'à 3 mois pour poser le diagnostic d'une HTA grade 1. Devant des tachycardies AQRS fin, les tachycardies supraventriculaires, le diagnostic il est rapide et le traitement il est progressif. Tachycardie AQRS fin, s'il est régulier, c'est une tachycardie sinusale, c'est une tachycardie artérielle, ça peut être un flûteur, une tachycardie par réentrée intranodale ou bien une tachycardie par réentrée atrioventriculaire. C'est le Wolff-Parkinson-White ou les voies accessoires. Pour les tachycardies irrégulières, généralement c'est une fibrillation artérielle ou tachycardie artérielle multifocale ou bien un flûteur à conduction variable à condition que la fréquence soit un diviseur de 300. Le traitement d'une tachycardie par réentrée intranodale ou par réentrée atrioventriculaire, les tachycardies jonctionnelles. Initialement, en urgence, on fait les manœuvres vagales, le manœuvre de Valsalva modifié, qui a des chances de 43% de succès. Sinon, la deuxième étape, c'est l'aténosine qui n'existe pas dans notre contexte. La troisième étape, c'est le traitement par inhibiteur calcique non dihydropyridinique, le verapamil ou le diltiazem. Le changement majeur des recommandations, c'est qu'on ne peut plus utiliser l'amiodarone ou la digoxine pour la conversion aiguë des tachycardies supraventriculaires. L'ablation par cathéter représente le traitement de première intention et de référence pour les TSV symptomatiques. Le quatrième cas clinique et le dernier cas clinique, c'est un patient âgé de 56 ans qui se présente pour des palpitations. Il est hémodynamiquement stable. Voilà son ECG. C'est une tachycardie assez régulière, à QRS large, probablement par réentrée. On peut deviner des complexes de capture. On peut aussi deviner que le premier complexe en péricardial, c'est un complexe de fusion. Il s'agit d'une tachycardie à QRS large, stable, présumée, c'est une TV. C'est une tachycardie à QRS large avec des complexes de capture et des complexes de fusion. C'est une TV jusqu'à preuve de contraire. C'est une tachycardie ventriculaire jusqu'à épreuve de contraire. Même si le patient est stable, ça représente une urgence rythmique. La prise en charge aux urgences, c'est une cardioversion. La nouveauté, si le patient est stable, il est préféré de faire une cardioversion par de procaïnamide en IV en l'absence d'insuffisance cardiaque. Ça n'existe pas en Tunisie. L'amiodarone IV qu'on utilise fréquemment, il est actuellement réservé aux patients qui ayant une insuffisance cardiaque ou des dysfonctions VG. Il faut toujours se méfier dans le contexte de TV ou de tachycardie large des stabilités initiales. Il faut procéder rapidement à une cardioversion électrique si instabilité secondaire. Il faut faire le bilan étiologique.
recherche d'une ischémie. Pour cette tachycardie, elle n'est pas réentrée. Généralement, c'est pas une tachycardie idiopathique. Généralement, on doit rechercher une cardiopathie structurelle sous-jacente. L'échographie cardiaque a montré un aspect de non-compaction de VG. À distance, il faut discuter toujours le DAI, le défibrillateur automatique implantable. On discute patient par patient, surtout pour les cardiopathies ischémiques. Il faut considérer pour les tachycardies ventriculaires idiopathiques une ablation préventive. TV ou TSV avec aberration. Généralement, la dissociation auriculo-ventriculaire, si on peut la deviner sur le sujet, c'est un critère pathognomonique de TV. Les complexes de capture et de fusion sont quasi pathognomoniques d'une TV. La largeur du QRS, quand il dépasse les 140 millisecondes pour le BBD ou bien les 160 millisecondes pour les BBG-like, il est en faveur de TV. L'axe frontal, avoir un axe hyper droit, c'est en faveur d'une TV. La concordance, avoir tout le péricardium positif ou bien tout le péricardium négatif en l'absence des complexes RS, c'est en faveur d'une TV. S'il y a un complexe RS, il faut qu'il dépasse les 100 millisecondes de durée pour qu'il soit en faveur d'une TV. Les antécédents d'un IDM antérieur ou d'une insuffisance cardiaque, c'est en faveur de TV avec une valeur prédictive positive de 90%. En cas de doute aux urgences, il faut toujours considérer et traiter comme une TV jusqu'à preuve du contraire. Le message clé, devant une tachycardie aux urgences, toujours, il faut évaluer les critères d'instabilité. S'il y a une instabilité, c'est la cardioversion synchronisée immédiate. Si le patient est stable sur le plan hémodynamique, on a le temps pour analyser le sujet et faire le diagnostic rythmique. Pour la FA, on a le cadre EF-CARE, comorbidité, éviter l'AVC, évaluer et réévaluer, réduire les symptômes. Pour l'anticoagulation, c'est le score Schatz-Dova. Le sexe féminin a été retiré pendant les dernières recommandations. La fenêtre de cardioversion, c'est la règle de 24 heures. Avant 24 heures, c'est immédiat. Après 24 heures, si les symptômes ont dépassé les 24 heures, on peut faire 3 semaines d'anticoagulation ou au mieux une ETO pour vérifier la vacuité de l'auricule gauche avant la cardioversion. Après cardioversion, il faut toujours anticoaguler pendant 4 semaines. C'est pour la FA. Pour la FA et le flûteur et les tachycardies artériales multifocales. On n'anticoagule pas les tachycardies jonctionnelles, les tachycardies pas sur voie accessoire et les tachycardies artériales monofocales, pas d'anticoagulation. Une TSV égale à des manœuvres de Valsalva, plus ou moins de l'adénosine. Il faut éviter la myodarone et la digoxine. Si le patient ne répond pas aux manœuvres de Valsalva ou à l'adénosine, on met des inhibiteurs calciques ou bien des bêta-bloquants, mais pas d'amiodarone, pas de digoxine pour les autres TSV que la FA. Pour les TV stables, le procaïnamide en première intention, ça n'existe pas, mais si le patient est stable sur le plan hémodynamique, on utilise encore l'amiodarone pour notre contexte. Merci.